Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce journal de 22h au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État a officiellement lancé les premiers travaux d'exploration géothermique de Fialé, c'était hier. Et l'Inde dépasse la France et devient la 6e économie mondiale. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce jeudi une délégation kenyane conduite par Charles Keter, le secrétaire du cabinet pour l'énergie et le pétrole du ministère de l'énergie du Kenya. Introduite par le ministre de l'énergie et des ressources naturelles, Yunis Ali Gedi, l'audience a porté sur l'exploration géothermique et le soutien technique apporté par le Kenya dans l'exploration de cette énergie renouvelable à Djibouti. Eh bien, cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite que le secrétaire du cabinet du ministère de l'énergie kenyane et sa délégation effectuent à Djibouti suite au lancement officiel par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, hier des travaux du forage du premier puits géothermique de Djibouti, réalisé à Fialé, près du lac Assal. Les deux hommes ont abordé diverses questions liées à ce domaine où le Kenya possède un immense savoir, entre autres points abordés, notons l'assistance technique que le Kenya offrira à Djibouti dans l'exploration de la géothermie. En mai dernier, le président de la République avait effectué une visite des champs géothermiques d'Olkaria, donc à Navaisha, afin donc de s'enquérir de l'expertise du Kenya qui a progressé dans l'exploration de cette ressource clé. La visite présidentielle fut l'occasion de renforcer la collaboration entre le Kenya et Djibouti dans le développement des énergies renouvelables. Djibouti a le potentiel de générer, on le rappelle, plus de 300 MW d'énergie électrique à partir de sources d'énergie renouvelable. Le ministre des Finances et de l'Économie, Ilyes Moussa Daoualé, en étroite collaboration avec la Banque mondiale, a tenu une réunion petit déjeuner avec les différents bailleurs de fonds et partenaires économiques ce matin. C'était à l'hôtel Kempinski à Palace. Lors de l'ouverture de la réunion, le ministre de l'Économie et des Finances a souhaité la bienvenue aux participants en expliquant que la République de Djibouti a été impactée par le changement climatique avec la tempête Sakhar qui a causé d'importants dégâts matériels. Objectif, exposer les dégâts commis lors de cette tempête dans tous les secteurs afin de mettre en place une stratégie pour mieux appréhender ce genre de phénomènes issus du changement climatique. Le ministre a fait une présentation du rapport d'évaluation rapide des dommages et besoins du cyclone Sakhar. Les partenaires qui ont prêté attention se sont également entendus sur la nécessité de prendre des engagements rapides et coordonnés afin de mettre en place une stratégie de contrée à l'avenir si cela se reproduisait. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awalé, la ministre déléguée chargée au logement, Amina Abdi, et la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, plusieurs directeurs concernés. De l'autre côté, l'ambassadeur des États-Unis, Larry André, l'ambassadeur de l'Union européenne, la représentante du PNUD, l'ambassadeur du Japon, de la Turquie et de la France et le représentant de la Banque mondiale ont participé à cette rencontre. Prenons la parole, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyes Moussa Daoualé, nous explique l'objectif de cette réunion. Je propose de l'écouter. Portée sur la continuité des discussions sur les conséquences du cyclone Sakhar à Djibouti. Comme vous le savez, on a eu déjà plusieurs activités autour de ce phénomène naturel. La première était sur organiser des rencontres entre les institutions de la République de Djibouti, entre les différents départements concernés. Ensuite, c'était de faire appel à la Banque mondiale et une équipe qui est spécialisée sur l'évaluation des dégâts. Et ce travail a été fait également en une semaine en partenariat avec la Banque mondiale. Mais on avait également un autre partenariat avec le système des Nations Unies qui a également travaillé dans la dimension sociale de dégâts causés par le cyclone Sakhar. Donc les rapports sont arrivés
et on a voulu rendre compte à nos partenaires qui avaient besoin également de ces informations pour essayer d'aider Djibouti à mieux répondre à tous les dégâts qui sont causés. On sait que les dégâts qui sont causés varient en incluant les dégâts sociaux, humains, ou en tout cas tout ce qui concerne le social, entre 30 et 40 millions de dollars américains. Mais ce qui était beaucoup plus important aujourd'hui, c'était non seulement il fallait réparer tous les dégâts qui sont causés, dont le gouvernement de Djibouti a déjà entrepris des actions utiles, urgentes, mais c'est de travailler sur l'avenir et comment la ville de Djibouti, la République de Djibouti peut être beaucoup plus résiliente. La communauté djiboutienne peut être beaucoup plus résiliente en construisant des infrastructures qui soient durables, mais également en aidant les Djiboutiens à savoir répondre à ce type de catastrophe. Santé cette fois, le ministre de la Santé, le Dr Jamal Meriki et la délégation du Fonds saoudien pour le développement ont participé ce matin à la réception officielle d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique IRM pour le compte de l'hôpital général Pelletier. À ce titre, le ministre de la Santé a signé un mémorandum sur les modalités des paiements avec le responsable des opérations et le conseiller spécial du président de la République. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du responsable du département des opérations du Fonds saoudien, Abdelrahman Al-Harbi, et de nombreux cadres du département de la santé. Arrivé par voie aérienne, ce nouvel appareil a été octroyé ce matin même jusqu'à l'hôpital Pelletier où une équipe de techniciens sont à pied d'œuvre pour l'installation et la mise en marche de cet équipement de dernière génération. Le ministre de la Santé et la délégation du Fonds mondial ont effectué ensemble la supervision de la réception officielle des matériels et équipements d'imagerie médicale de pointe. Au cours de cette visite, le directeur de l'hôpital général Pelletier, Hussein Mohamed, a donné des informations complémentaires sur ce tout premier IRM au ministre et au bailleur saoudien. Pour sa part, le ministre de la Santé a annoncé que ces équipements hautement stratégiques et financés par le Fonds saoudien de développement et seront disponibles et fonctionnels dans le courant du mois. Enfin, le ministre de la Santé a profité de cette occasion pour remettre aux administrateurs du Fonds de développement saoudien des cadeaux en signe de remerciement pour leur soutien indéfectible et primordial pour le développement de la République de Djibouti et plus particulièrement dans le domaine de la santé. Social, cette fois dans le cadre du suivi des programmes des affaires sociales, notamment l'insertion socio-économique des jeunes. Aujourd'hui, la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mouna Esman Adan, a effectué une visite auprès des coopératives de services mis en place par les affaires sociaux. Cette journée a été pour la secrétaire d'État l'occasion de voir l'artisanat des jeunes handicapés qui œuvrent à la promotion pour la promotion artisanale et la culture. Après la coopérative artisanale des jeunes handicapés, devant Semiramis, la secrétaire d'État s'est ensuite déplacée vers la zone franche de Djibouti pour voir la manière dont se déroule la coopérative des jeunes sous la gestion de M. Aboubacar Mohamed Rableh, président de la coopérative Froid. La secrétaire d'État aux affaires sociales n'a pas manqué d'encourager ces jeunes à améliorer leurs activités en incitant les autres jeunes de la capitale et surtout les associations des jeunes femmes à innover des nouveaux projets concrets et réalisables afin de s'en sortir de la précarité et de l'assistanat, sans oublier que le secrétaire d'État jeunesse aux affaires sociales est jour et nuit à la disposition et au soutien de ces jeunes ambitieux, créateurs et porteurs de projets. Djiboutien et que mes enfants en fait ont besoin de tradition djiboutienne, donc de toute façon on transmet aussi dans mon entourage également. Donc ça permet de montrer un peu ce qui existe et ce que les Djiboutiens sont capables de faire. Et c'est bien que ce soit des handicapés qui puissent travailler. Après le CDC du quartier 3, récemment, le Centre de développement communautaire de PK12 est désigné le meilleur CDC parmi ces structures instituées comme plateforme visant à promouvoir l'intégration non seulement de la jeunesse mais également des populations riveraines. Et bien, à ce titre, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu le président de la CDC de PK12.
Le titre de meilleur CDC est revenu ce mois-ci au Centre de développement communautaire de PK12 grâce aux efforts du directeur Abdellah Mohamed Laha et ses collaborateurs, qui a permis donc au centre de répondre aux exigences des communautés en termes d'intégration et d'épanouissement, conformément à la politique du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Également dans l'actualité, l'ambassadeur de la France accrédité à Djibouti, Christophe Guillou, accompagné de l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France, colonel Eric Huguet, ont rendu visite à l'académie de la police Idriss Farah Abane. Eh bien, sur place, ils ont été accueillis par le directeur général de la police, le colonel Abdellah Abdi Farah, et les officiers de la police nationale. La délégation a ensuite entamé la visite des différentes salles, telles que la bibliothèque, salle de cours, salle informatique, cellule antiterrorisme, dortoir de l'académie. Enfin, ils ont clôturé cette visite par la démonstration des éléments de raid, suivis de quelques tirs des officiels. Rappelons que l'académie de la police est équipée de matériel de dernière génération, maîtrisé par des professionnels du métier, et c'est une première que l'ambassade de la France a rendu donc cette visite à l'académie de la police Idriss Farah Abane. L'ambassadeur de la France, donc accrédité à Djibouti, Christophe Guillou, a dans une interview rappelé les relations existantes entre les deux polices. Je propose de l'écouter. Je voulais vraiment remercier le colonel et tous ses collaborateurs pour la qualité, tout d'abord de ce que j'ai vu, la qualité du bâti, le dynamisme de cette structure, des salles de formation. J'étais également très sensible à la qualité de l'accueil et de tout ce qui a été fait et qui va continuer à être fait pour tous ceux qui viennent ici se former, premièrement. Et puis surtout par la qualité des équipements, à la fois informatiques, la qualité des formateurs également. Et ce que je voudrais dire, c'est que la France a une relation bien entendu historique avec la police nationale de Djibouti, qui a commencé dès l'indépendance du pays. Et j'étais ici pour réaffirmer l'engagement de la France à continuer à accompagner la police nationale, et en particulier pour tout ce qui est formation. C'est très important d'avoir des policiers djiboutiens compétents dans chacun de leurs domaines, dans leur spécialité. C'est à cela que l'on reconnaît la qualité d'une police, et il est très important que la France, dans la mesure de ses moyens, puisse continuer à accompagner la police nationale, les policiers djiboutiens, compte tenu justement des liens très très étroits qui unissent nos deux polices. Les pages nécrologie, nous avons l'immense regret de vous annoncer le décès de feu Abdellah Mohamed Hassan Diabesso, survenu ce matin à Djibouti. Il laisse derrière lui une veuve, 8 enfants, issus d'une grande famille djiboutienne, la famille Katabi. Le défunt, né en 1952, est une personnalité très connue dans le milieu djiboutien. Footballeur dans sa jeunesse, il a débuté sa carrière à la RTF en 1972 en tant que technicien de transmission. Après son stage à l'INA, il est devenu technicien supérieur. Par la suite, il est devenu responsable administratif de la radio-télévision de Djibouti juste avant sa retraite. Durant sa carrière, il a accompagné plusieurs générations de techniciens et de l'administration. En apprenant cette triste disparition et cette douloureuse circonstance, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Abdelkader Ahmed Idriss, le directeur administratif Ahmed Dini, l'ensemble de la direction et du personnel de la RTD adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt Abdellah Mohamed Hassan. La RTD perd un père, un frère, un collègue, s'associe à ses proches et prie le Très-Haut de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et autre disparition, ce feu Adel Awed
n'assaisonnait plus, emporté par une crise cardiaque le 8 juillet dernier aux alentours de 16 h. Adel était né en octobre 1952 à Djibouti. Il avait débuté sa carrière dans les années 70 comme caissier puis transporteur de fonds à la Banque Indo-Suez, elle-même héritière de la Banque Indochine. Inutile de rappeler ici qu'il risquait sa vie tous les jours pour le développement de son pays. Adel avait également un talent relatif à la mandoline ou à l'oud en arabe qui lui avait valu son entrée en 1977 au groupe Al-Zuhul, ce qui l'avait également rendu connu parmi ses compatriotes. Véritable artiste, il avait réussi à toucher les cœurs de tous les Djiboutiens amoureux de l'instrument et son prénom devenait rapidement une marque sociale. Depuis 1983, Adel va encore une fois nous faire rêver par le truchement de son nouveau groupe Moussa Ali qui n'aura vécu finalement que quelques années. Depuis 1990, Feu Adel va continuer à exercer sa passion dans les mabras populaires et depuis chez lui, souvent aux côtés de nos valeureux chanteurs et journalistes Tariq Al-Moureri et bien d'autres amis et proches. Il laisse ainsi 6 enfants, dont 2 filles qui ne peuvent qu'être fières de la personne humaine qui était leur père. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale avec Samata Serido. Bonjour. Bonsoir Samata. Bonsoir Asma, bonsoir à vous. Le Parlement sud-soudanais prolonge de 3 ans le mandat du gouvernement. Effectivement Asma, le Parlement sud-soudanais a adopté aujourd'hui une loi prolongeant de 3 ans le mandat des autorités de transition, dont celui du président Salva Kiir, ce qui pourrait nuire aux actuels pourparlers de paix. La loi amendement la constitution transitoire numéro 5 pour l'année 2018 est par la présente adoptée par le corps législatif national. Le Sénat irlandais vote l'interdiction des importations en provenance des colonies israéliennes. Effectivement, en Irlande, les importations en provenance des colonies israéliennes, dont celles de l'État hébreu en Palestine, occupées, seront désormais interdites. Les sénateurs irlandais ont voté l'interdiction des importations des biens et services en provenance des colonies à travers le monde, dont les colonies israéliennes implantées dans les territoires palestiniens. La proposition de loi votée par 25 sénateurs contre 20 veut pouvoir engager des poursuites contre toute entité violant cette interdiction. Le texte est présenté par une sénatrice indépendante, France Black, qui a reçu le soutien de toutes les partis irlandais. Il doit toutefois encore être examiné par un député irlandais, Asma. Et tout à fait autre chose, les alliés de l'OTAN se sont efforcés ce jeudi à Bruxelles de calmer l'atmosphère électrique de la veille en se concentrant sur l'Afghanistan et l'Ukraine. Effectivement, Aspa, au terme de cette première journée, la décision la plus tangible des 29 pays de l'OTAN est d'accueillir un nouvel allié, la Macédoine, quand elle sera prête et que sa population aura accepté le nouveau nom officiel de la Macédoine du Nord, qui doit remplacer le nom qu'elle portait jusqu'ici, l'OTAN, la rime pour Ancienne République Yougoslave de Macédoine. Plus lourde de signification politique est la déclaration par laquelle les alliés s'engagent à respecter l'objectif financier gravé dans les marbre en 2014. Pour le reste, c'est évidemment Asma en deçà des attentes du président américain, puisqu'il propose d'imposer de manière immédiate ses objectifs de la double à terme à 4%. C'était tout l'objet du nouvel esclandre du président américain en s'apprenant violemment à l'Allemagne et accusé de dépendre des importations d'énergie russe et des dépenses beaucoup trop peu pour sa défense. Merci Samata Serido pour ces précisions. À la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie. Excellent week-end à toutes et à tous.